Alors j'invite les interlocuteurs du projet, Joséphine, Guillaume aussi, si tu veux te joindre sur l'estrade, Christelle, pour ce temps d'échange. Alors des discussions qu'on va prendre à la fois avec des questions en ligne et les questions dans la salle. Donc moi je vais pouvoir déjà, il y a déjà 2 questions qui sont en ligne qu'on va pouvoir ramener. Mais peut-être que d'abord dans la salle, c'est toi qui fais l'animation, ouais, c'est toi qui fais l'animation, moi je réponds, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Alors il y avait une première question à distance plutôt focalisée sur la présentation de Christelle. On va commencer par une question très précise. Concernant les 7 itinéraires que tu as présentés, est-ce que tu peux préciser lequel est le moins finalement, celui qui est le moins impactant si on prend en compte le transport? Est-ce que tu peux nous repréciser finalement avec l'impact du transport additionné à l'impact de chaque itinéraire? Oui. Donc c'est l'itinéraire numéro 3, c'est celui qui mobilisait le moins d'opérations en fait. Bon, ça paraît logique, hein. Mais on voit que ce qui impacte le plus, c'est l'utilisation du carburant, c'est la fabrication des machines. Et donc, voilà, moins on en utilise et voilà, moins ça impacte. Et du coup, moins aussi on a de déplacements pour ces opérations. Donc c'est le numéro 3. Juste, oui, attends le micro pour nos personnes qui sont à distance. Je pense que ça va évoluer, enfin on l'espère, avec les machines qui vont fonctionner de plus en plus avec des batteries. Donc c'est vrai que ça fausse un petit peu peut-être le résultat, dans le sens où si on utilise effectivement, hein, c'est la problématique des bio, hein, qui est la critique qu'on entend souvent contre les bio, c'est qu'effectivement ils traitent plus, ils passent plus souvent et donc ils utilisent plus de carburant, et que si on met tout sur la balance, effectivement le bio peut paraître finalement beaucoup moins intéressant que sur le papier, enfin certains papiers en tout cas. Donc effectivement l'évolution de ces outils avec l'utilisation de batteries devrait permettre, j'imagine, d'avoir des choses plus positives. Oui, c'est pas sans impact, hein, bien sûr, on les mesure aussi, oui, c'est vrai, parce que la fabrication de la batterie, etc. Mais effectivement, ça permet de diminuer, en tout cas, tout ce qui concerne, tout ce qui est en lien avec l'utilisation des énergies fossiles. Après, comme je l'ai mentionné pour Cognac, là, on peut avoir des réflexions plus larges au niveau de la fourniture énergétique, qui n'est pas forcément uniquement une balance entre diesel et électricité, mais il peut y avoir aussi d'autres manières d'alimenter les moteurs. On peut penser à l'hydrogène aussi qui commence à émerger. Enfin, il y a plusieurs alternatives sûrement à explorer. Et puis sûrement des combinaisons de solutions énergétiques sur des territoires, et ça je pense que c'est vraiment une réflexion intéressante à avoir sur un territoire, alors peut-être pas aussi petit que géographiquement que l'appellation sur laquelle on a travaillé, mais ici dans ce projet, mais sur une zone plus vaste, comme ça peut être sur Val-de-Loire, ou avoir cette réflexion sur quelle sera la fourniture énergétique pour le vignoble dans les années à venir. Je pense que c'est des vraies réflexions à mener collectivement. Oui, puis je crois que c'est une question aussi un peu politique, dans le sens où il y a toujours des combats de lobby ou de contre-lobby, enfin, et on voit bien qu'on est quand même confronté à tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut, malgré le fait que le bio, si on rentre dans le détail, c'est quelque chose qui n'est pas encore parfait, mais c'est quand même un combat qui consiste à éliminer les produits, un certain type de produits quand même reconnus comme hautement toxiques, et donc tout n'est pas parfait, mais enfin voilà, on est dans une direction, et dans cette direction, tout n'étant pas parfait, on va quand même, enfin on essaie en tout cas, avec ce dont tu parlais, d'aller vers des outils moins impactants. Tout à fait, mais ce qu'on peut voir aussi là dans les résultats que j'ai présentés, c'est que finalement, en voulant se passer des herbicides chimiques, on a toute une palette de solutions et d'itinéraires techniques possibles, et parmi ceux-là, on peut en trouver qui sont quand même moins impactants que d'autres, et du coup, il y a vraiment aussi cette marge
de progression, d'amélioration au sein de cette palette de possibilités. Donc c'est intéressant aussi de se poser la question, parmi tous les possibles, lesquels vont nous permettre de franchir cette nouvelle étape avec le moins d'impact possible. Alors n'hésitez pas, quand vous prenez la parole dans la salle, à vous présenter, puisque ça favorisera aussi les échanges lors de la phase du buffet. Donc voilà, juste pour une petite précision. J'ai une question, je prends quelques questions en ligne, puis le temps peut-être que vos questions mûrissent dans la salle. Un besoin de précision sur les 3% de SAU qui étaient indiqués comme là où on appliquait les 20% de pesticides. Est-ce que ces surfaces sont majoritairement en vigne ou pas ? Est-ce que tu as l'info ? En gros, Joséphine ? 3% de la SAU en 2005, quand l'expertise scientifique INRA sur les pesticides est sortie, c'était la proportion de la SAU en viticulture. D'accord. Et cette petite proportion de la SAU en viticulture recevait 20% des intrants chimiques. D'accord, merci pour la précision. Est-ce qu'on peut prendre une question dans la salle ? Peut-être ? Non ? On a une question. Tu avais des questions, tu disais, Ronan, que tu avais déjà notées ? C'est celle-là, ben c'est très bien. Alors j'ai une question en lien avec ta présentation pour préciser si l'étude que tu as menée avec les consommateurs était vraiment une étude générale vin, ou est-ce que dans les questions on leur présentait que c'était en lien avec des travaux d'appellation de la Loire. Donc voilà, précision là-dessus. C'est clairement une étude réalisée nationale. Le vin, on n'a jamais mentionné la Loire, puisque même quand on est rentré sur les deux dernières questions que je vous ai présentées, où on avait expliqué le contexte d'un collectif de vignerons, etc., on n'a pas mentionné la Loire. En effet, c'eût été pertinent de faire un focus sur d'ailleurs la zone de chalandise des vins de Loire, pour avoir une idée plus précise. On a, dans une partie du travail, quand même regardé une question autour de la distance au vignoble, pour regarder, ça ne répond pas à la question, mais sur lequel, dans une des publis, on montre en effet que plus on est près du vignoble, plus la sensibilité aux questions environnementales est augmentée. Sensibilité environnementale par rapport aux questions viticoles. Mais clairement, non, on a fait exprès de rester sur une étude nationale par rapport à des questions aussi de valorisation à terme, de pouvoir généraliser sur l'ensemble de la France. Donc, tu parles de proximité avec le vignoble. Il y a une question qui traite de finalement si on avait contextualisé par rapport à des appellations spécifiques, est-ce que les résultats auraient pu, d'après toi, être un peu modifiés ou pas ? Est-ce que tu as des éléments même bibliographiques là-dessus ? Non, je n'ai pas d'éléments bibliographiques là-dessus, mais clairement, dans des travaux antérieurs, on a montré qu'il y avait des perceptions liées à certains vignobles qui sont plus ou moins en avance, si j'ose le dire comme ça, par rapport aux questions environnementales, Alsace-Loire notamment, et donc le fait de le contextualiser peut changer en effet. Alors la priorisation, je ne sais pas, mais il y a clairement un lien en fonction des vignobles. Si on parle de Bordeaux, dans ces études-là, on a clairement montré que la représentation, elle est pas très bonne dans l'esprit du consommateur. Donc si c'est dire, dès le départ, on est en train de faire un travail avec un collectif du Bordelais, c'est clair que ça risque de modifier la manière dont les consommateurs vont répondre à ce type de questions. Alors ça fait le lien avec une remarque justement qui est en ligne où on précise que finalement il faut arriver à amener aussi une communication positive. Ça passe par la formation des vignerons là-dessus parce que peut-être qu'en lien aussi avec des aspects liés à des médias qui ont communiqué de manière très négative et notamment sur le vignoble de Bordelais, de savoir finalement comment le vigneron il peut avoir cette communication positive sur ses pratiques parce qu'on nous signale quand même une grosse crainte de communiquer dessus. Et quand on communique sur la diminution des traitements, oui, comme tu l'as dit, ça veut dire qu'on traite encore. Et donc là, c'est quand même un curseur qui n'est pas évident et c'est peut-être un cercle vicieux, oui, dans lequel il faut sortir. Et justement, les vignerons doivent être accompagnés aussi sur ces étapes de formation à la communication. Voilà, c'était peut-être plus un commentaire qu'une question, mais en tout cas, une très très bonne suggestion. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Donc Léa Martina, responsable R&D à la cave Robert et Marcel et Alliance Loire. Ronan, j'avais une question justement sur la finalité de la dernière question sur les résultats entre la communication sur les pratiques et sur les résultats, sur la notion de résultat. Et je voulais savoir, on entend de plus en plus le sujet du marketing du résultat, du marketing de la preuve. Est-ce que vous avez des éléments biblios où il y a d'autres
analyses qui ont été faites justement sur cette notion d'aller vers plus de résultats vis-à-vis du consommateur? Non, je suis pas réellement marketeur, je me permets par rapport à certains. Alors peut-être que d'autres dans la salle ont peut-être un peu d'infos non plus. Je creuse pas, j'ai pas creusé les questions de marketing. C'est vrai que moi je l'ai mis plutôt parce que dans les échanges avec les consommateurs, on voit qu'il y avait ce débat-là qui arrive assez vite et dans un contexte où on travaille avec des écologues, où la question de la démonstration, et les vignerons d'ailleurs étaient les premiers à nous dire vous n'avez pas d'indicateur pour le suivi de la biodiversité, et finalement on nous dit de mettre ça en place, mais quel est l'impact que ça a réellement? Et donc c'est pour ça qu'on a interrogé ça. Mais en effet, je ne suis pas allé moi sur la conversion de tout ça en action de marketing opérationnel et qui passe par ce type de considération. Oui, Ronan, j'allais poser la même question, mais du coup, je prolonge un petit peu. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est envisagé pour savoir s'il y a un déclenchement finalement, un impact sur le déclenchement d'achat dès lors où on considère que le produit a participe de façon positive à l'environnement? Et j'ai envie de poser la question dans l'autre sens. Est-ce que ça ne devient pas, du coup, la notion d'environnement étant de plus en plus une compétence de base, est-ce que c'est pas du coup le contraire? Un produit qui n'est pas perçu comme pourrait en pâtir en termes d'achat, quoi. Ai-je le droit de dire aujourd'hui, jour où on termine Avatec, que j'ai un jeu de données que j'ai pas traité? Tu dois le dire. On a dit que on était dans la continuité, donc effectivement. En fait, on l'a précisé sur certains travaux, on a été un peu pris par le temps, donc ouais. on a encore des données dans les tiroirs. Donc je pense qu'il faut que je trouve ce temps-là d'analyse, mais dans ce 1063, la dernière manip, on a fait une manip où on a demandé aux gens de hiérarchiser, de faire des intentions d'achat par rapport à des étiquettes qu'on leur proposait, sur lesquelles on mettait différentes promesses, juste la qualité du vin, des questions autour de l'impact sur la biodiversité et des choses autour de la pratique. Et on veut essayer, et avec des logos, etc. Et on a croisé tout ça sur un plan d'expérience, et pour essayer justement de regarder, est-ce que finalement ils hiérarchisent, est-ce qu'ils hiérarchisent plutôt la pratique, est-ce qu'ils hiérarchisent plutôt sur l'information, ou finalement ils se disent on s'en fout. Et en fait, voilà, merci Monsieur Tadei de mettre le doigt sur le fait que je n'ai pas tout terminé, mais je me ferai un plaisir de te présenter ça quand j'aurai l'info. Mais je suis totalement d'accord sur le fait que c'est la prochaine étape, ouais, clairement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'avais une question. Alors, justement, dans cette phase un peu d'analyse réflexive de fin de projet, où on peut avoir des fois, nous, l'habitude, entre enseignants-chercheurs, de travailler ensemble pour des activités de formation et des modules de formation auprès notamment de nos étudiants ingénieurs au master. Et finalement, moi, c'était la première fois que j'avais l'occasion de travailler avec nos collègues écologues. Est-ce que vous pourriez finalement nous dire en quoi vous avez vu la plus-value, alors que ce soit collègues écologues ou nous, on pourra interagir aussi, à travailler ensemble sur ces questions-là? Donc, on a une question un peu générale et peut-être après une question plus spécifique où on a vu que justement les outils de cartographie ont été beaucoup mobilisés sur ces travaux-là. Et finalement, l'outil SIG, en quoi il peut être un plus pour répondre aux questions et être aussi un outil? Alors, Joséphine ou Guillaume, ne vous battez pas pour la prise de parole. Du coup, je vais essayer de répondre sur la première partie, quelle plus-value de travail ensemble. Pour nous, la plus-value très claire pour nous en tant qu'écologue, c'est d'avoir une connaissance bien plus réelle des contraintes de la viticulture, des marges de manœuvre en termes de pratiques, en termes de modification des pratiques, etc. Des scénarios viticoles que tu développes, Christophe, des scénarios pour l'avenir et que nous, après, on va pouvoir interroger d'un point de vue écologique, quoi. Donc, on a toujours travaillé comme ça dans nos recherches. De notre côté, on a déjà travaillé avec de l'agronomie, de la zootechnie. On a cette habitude-là, mais c'est vrai que sur la viticulture, voilà, c'était un peu plus nouveau. Et donc, ouais. J'espère qu'on pourra poursuivre parce qu'on reste un petit peu frustré par ce volet pratique viticole, hein, et notre capacité à décrire les pratiques viticoles sur des étendues très vastes qui sont pertinents pour des questions de biodiversité.
à la petite parcelle, etc., on y arrive. Et quand moi j'arrive en disant j'ai 24 sites, il me faut les pratiques sur les 24 sites, il n'y a plus personne, quoi. C'est compliqué. Et les bases de données sur ces pratiques-là publiques n'existent pas trop, j'ai l'impression. Donc c'est quelque chose qui devient très clair pour nous à la fin de ce projet, quoi. Donc, il y a plein de personnes dans la salle et à distance qui peuvent s'interroger sur cette question de comment on gère ces données pour pouvoir donner à voir ce qu'on fait, décrire ce qu'on fait. Il faut avoir des bases de données. Donc voilà. Deuxième écologue du coup à parler. Une particularité quand même de nos travaux aussi, on n'est pas forcément représentatif de l'écologie, hein, c'est très vaste. Donc on est aussi très marqué par une forme d'écologie où on cherche à accompagner l'action et on s'intéresse vraiment aux interactions entre les activités humaines et les processus. Donc c'est pour ça que c'était très intéressant pour nous et qu'on voit, nous, une plus-value à travailler avec des collègues qui sont plus à même de décrire ces pratiques humaines. Dans notre cas aussi, là, vu qu'on est plutôt orienté sur des dimensions environnementales de l'écologie et non pas le service à la production uniquement, dans les considérations environnementales, l'ACV est une grosse question. C'est quelque chose qui est très mobilisé dans les discours, etc. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu quand même des gros débats sur des choses comme Agribalise ou autres. Et donc on forme des étudiants et ça nous paraît aussi important que même nous, si ce n'est pas notre entrée principale, on ait un avis circonstancié sur ça parce que ça fait débat. Et donc si on veut bien former nos étudiants, c'est important. Donc là, c'était la bonne occasion de se frotter à l'ACV avec un peu plus de contenu qu'une seule impression. Et donc ça, c'était intéressant. Pour la question des outils informatiques de cartographie, c'est toujours pareil. Si on veut accompagner les gens de la vraie vie, dans la vraie vie, il y a quand même tout ce qu'il y a autour de l'open data. Il y a un peu plus d'un an, l'IGN a libéré toutes ces données, c'est-à-dire que tous et toutes, vous avez tous accès à l'ensemble des photographies aériennes haute résolution géoréférencées. Bientôt, on va avoir une cartographie LIDAR de toute la France. Bientôt, on va avoir tout ça. Et donc, c'est un peu dans le même esprit que ce que disait Joséphine sur les pratiques. On a aussi toutes les données d'occupation du sol, leur dynamique, etc., qui sont maintenant disponibles et qui sont insuffisamment mobilisés, je pense, dans l'accompagnement de la profession. Parce que il y a quand même une impression que j'ai très simple, c'est que si on veut faire de l'environnement, notamment pour la biodiversité, faut juste lui laisser une place et la laisser tranquille aussi. Et donc les outils cartographiques permettent de situer les choses, les enjeux, et de dire là on lui fout la paix. Et puis ça ira bien comme ça. Et là on va peut-être il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle sur comment on distribue spatialement. Là, on parle beaucoup de planification écologique, mais ça fait des dizaines d'années qu'il y a des choses qui s'appellent du landscape ecological planning, comment on distribue les choses dans l'espace pour concilier les activités humaines avec le maintien des ressources et de la biodiversité. Donc là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, notamment quand on veut monter entre parcelles, exploitation et contribution de ces exploitations à un paysage avec ses qualités environnementales. Voilà, c'est... C'était un peu long, mais pardon. Un mot, Christelle, pour la vision plutôt côté agronome. Moi, je trouve que ce travail interdisciplinaire, autant avec les collègues écologues que aussi sur les études, les ateliers avec les consommateurs, moi, je trouve ça très enrichissant. Notamment avec vous, ça me permet aussi de prendre aussi du recul sur les méthodes qu'on mobilise. Les discussions qu'on peut avoir, elles sont très riches et c'est vrai que moi je reste aussi un peu frustrée par le fait tout ce temps de confinement qui nous a bloqués, qui nous a pas permis d'aller tout au bout du projet comme on aurait voulu, de ne pas avoir pu aussi mettre en pratique les indicateurs écologiques pour les ateliers d'éco-conception. Donc voilà, c'est des perspectives pour la suite, quoi. Voilà. Merci Christelle. Alors un mot de mon côté, c'est vraiment ce côté aussi de dézoomer.
où l'agronome, on a longtemps été focalisé sur la parcelle. Et là, le fait de passer à l'échelle du territoire et de travailler notamment avec des écologues où c'est leur échelle de raisonnement, ça va vraiment remettre en questionnement certaines méthodes qu'on utilise en tant qu'agronome. Et au fil du projet, on est allé chercher l'interdisciplinarité avec d'abord l'association, d'abord évidemment entre agronomie, écologie, œnologie, sciences du consommateur, mais après de plus en plus avec la sociologie et sur la fin du projet, notamment et la thèse de Faustine Ruggieri, on est vraiment sur la mobilisation de cadres méthodologiques issus de l'économie. Donc on va à un moment donné en tant qu'agronome aussi piocher des méthodes et des outils dans les différentes disciplines et c'est vraiment la force de ce travail pluridisciplinaire qui est nécessaire pour répondre à ce type d'enjeu. Alors je vous propose de clôturer là les questions. Avant de partir déjeuner, je voulais redire un mot de remerciement. Alors, je vais peut-être en dire un en fin de journée, mais ce projet, il est vraiment issu d'un travail collectif. Alors collectif, comme ça a été évoqué, avec les vignerons. On a souvent cité les vignerons, les ODG, qui ont été partie prenante, donc avec notamment la fédération Anjou-Saumur. Également, à l'initiative du projet, des scientifiques qui ne sont plus là aujourd'hui à l'ESA, mais Frédéric Jourjon qui a initié tout le montage de son projet et le lancement du projet, Aurélie Perrin qui a assuré toute la première phase d'analyse socio-technique, les différents doctorants qui ont été cités, qui ont contribué ou contribuent encore au projet, donc notamment Diana Ugaldé, Colline Le Riche, Faustine Ruggieri, j'oublie personne parce que je suis capable de faire un petit oubli, et aussi toutes les équipes techniques. On citait notamment par exemple Séverine Julien pour toute la partie terrain, Flore Lourtiou, Corinne Patron, Anaïs Lechevin plus pour la partie sciences des consommateurs où on ne les voit pas aujourd'hui, elles ne sont pas présentes à travers toujours les présentations, mais il y a la face cachée de l'iceberg où il y a toutes ces équipes techniques qui sont là en appui de ces projets scientifiques. Alors maintenant, je vais vous présenter le déroulé de cet après-midi. Au niveau de l'après-midi, nous allons avoir 2 ateliers en parallèle. Alors, les 2 salles seront à côté. Donc, on va vous proposer de vous répartir de manière assez équitable, mais si c'est un peu déséquilibré, c'est la capacité de la salle finalement qui assurera la contrainte. Donc, en premier atelier sur les approches participatives avec les producteurs et les consommateurs au service des enjeux environnementaux. Donc, un atelier animé par Guillaume, Christelle et Ronan. Et un second atelier sur l'évolution agroécologique des indications géographiques dans un contexte de changement climatique, parce qu'on a vu que ce contexte-là, il a été de plus en plus présent au fil des années là, du projet. Donc atelier animé par Étienne Nittling et Guillaume Gastaldi de la Chambre d'agriculture. Pour les personnes qui sont à distance, donc nous allons reprendre à 14h. Nous ferons un bref, on se retrouvera en salle plénière, donc sur le Zoom en accès où vous êtes tous sur la même salle. Et ensuite, pareil, comme sur le présentiel, on aura 2 salles de visio qui seront connectées avec chaque salle en présentiel, ce qui va permettre les interactions entre les gens des ateliers sur place et à distance. N'hésitez pas à distance aussi à mettre des commentaires, parce que l'idée, ça sera en fin de journée de synthétiser alors au maximum l'ensemble des commentaires, mais en tout cas, on va bénéficier de vos écrits aussi à distance pour les intégrer dans les restitutions qu'il y aura, parce que j'informe qu'aujourd'hui, toutes les séances sont filmées, alors, sauf les ateliers, on aura plus une phase de synthèse, et seront disponibles bientôt en ligne sur la chaîne YouTube de l'ESA. Je vous remercie tous pour votre présence et je vous invite à nous suivre vers le lieu du repas. Et ce, à distance, on se retrouve à 14h. Merci.